Aujourd'hui, nous explorons le rôle des plateformes numériques dans l'accès à l'information publique et aux services publics. Il faut noter que ces plateformes ne servent pas uniquement à la diffusion d'informations, elles permettent également un accès à la prestation des services publics, tels que la santé, l'éducation ou encore les démarches administratives. Une interaction avec les citoyens et l'État, ça veut dire la communication, la remontée des besoins et des préoccupations, la collecte, l'analyse des données, indispensables pour guider les politiques publiques et améliorer leur impact. Ces promesses font face à des défis et challenges comme comment garantir une accessibilité inclusive dans un contexte des inégalités numériques dont font face les citoyens. Quel mécanisme pour assurer la protection de la vie privée et les données des populations? Comment aligner ces outils sur les besoins réels des citoyens et des entreprises? À travers ce débat, nous tenterons de répondre à ces interrogations et à l'examen de la question centrale, qui est comment les plateformes numériques peuvent être un moteur de transparence et d'efficacité pour soutenir les ambitions du Burundi en matière de gouvernance et de développement. Ce panel réunit des experts de divers horizons qui décrypteront la thématique, partageront leurs perspectives et recommandations. Nous espérons que ces démarches aideront à enrichir la réflexion collective et à inspirer les solutions innovantes pour une gouvernance numérique au service de tous, afin d'atteindre les objectifs portés par la vision Burundi 2040-2060 et le plan national de développement révisé 2018-2027. Comme invité, nous avons sur ce panel Monsieur Bienvenu Irakosé. Monsieur Bienvenu Irakosé, bonsoir. Vous êtes expert en transformation numérique. Vous possédez une riche expérience couvrant les postes techniques et managériaux dans le secteur public et privé, notamment en tant qu'expert en communication et réseau, chef de département, secrétaire permanent au ministère des TIC et conseiller à la présidence de la République du Burundi. Actuellement, vous êtes le secrétaire exécutif du CETIC, qui est le secrétariat exécutif des TIC. Vous êtes coordonnateur du PAFEN, qui est un projet d'appui aux fondations de l'économie numérique, financé par la Banque mondiale. Encore une fois, bonsoir monsieur, bienvenue. Nous avons sur ce panel monsieur Sédik Lamy, qui est analyste programmeur, avec une solide expérience en développement de logiciels et administration réseau. Vous mettez également à profit vos compétences pour concevoir et déployer et gérer les solutions numériques innovantes. Actuellement, vous êtes expert TIC au PAEJ. Bonsoir, monsieur Cédric. Tout juste à côté de moi, à ma droite, nous avons monsieur Innocent Sangwe, qui est développeur front-end et concepteur en motion design. Il possède une vaste expérience dans la création des sites web, de contenus multimédia et de projets graphiques innovants. Il est diplômé en informatique de gestion. Il a occupé plusieurs fonctions chez Finbank, Search of Common Ground et IGE Limited au Rwanda. Actuellement, il est PDG de Ogi, une plateforme de services numériques et d'hébergement. Il est superviseur de Ogi Academy, un centre de formation, de programmation et design numérique. Bonsoir, monsieur Innocent. Nous avons une dame avec nous, madame Odélie Ndio, qui n'est pas loin de moi, elle est à ma gauche. Elle est ingénieure de télécommunications. Elle a fait ses études en Russie, où elle a décroché un master en technologie de l'information, de la communication et système de communication. Son expertise couvre la gestion des projets et développement de plateformes digitales, des projets en rapport avec la connectivité pour réduire la fracture numérique, ainsi que la gestion des partenariats stratégiques dans le domaine des TIC, engagée dans la promotion des technologies auprès des jeunes. Elle occupe un rôle actif au sein du Conseil national de la jeunesse, où elle est en charge de la promotion des TIC, à travers les initiatives numériques. Passionnée par l'innovation, elle croit fermement à l'impact des technologies sur le développement économique et social.
en particulier pour les jeunes générations. Actuellement, elle occupe le poste de directrice technique chez Mediabox, une entreprise spécialisée dans la transformation digitale et les solutions innovantes. Bonsoir, Madame Odeli. Nous avons Dr ingénieur Abraham Nyongere. Il est ingénieur aéronautique et universitaire. Il est titulaire d'un doctorat en ingénierie aéronautique à l'Université de Manchester. Il a fait plusieurs recherches sur la prédiction aéro-cerveau-élastique. Il cumule une vaste expérience académique et professionnelle, incluant des postes de gestion académique et des activités de consultant en système dynamique. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques et actuellement il occupe le poste de doyen de la faculté des sciences de l'ingénierie à l'université du Burundi. Bonsoir docteur. Nous avons, je pense que c'est la plus jeune de ce panel, c'est une dame aussi, Madame Ruth Nibitanga. Elle est project manager chez LIPA. LIPA, c'est la première passerelle de paiement au Burundi spécialisée dans la gestion des projets technologiques. Elle est consacrée à l'innovation et à l'intégration des solutions numériques dans les services financiers. Elle est passionnée par les nouvelles technologies et leur impact sociétal. Elle explore les opportunités qu'elle offre pour améliorer l'accès à l'information publique. Mesdames et messieurs, ceci fait, vous connaissez déjà tous ceux qui sont sur ce plateau. Peut-être moi aussi, je vais dire quelque chose me concernant. Moi, je suis Valérie Kuaté, je suis ingénieur de formation, je suis expert en transformation digitale, je suis entrepreneur web, digital et technologique, je suis directeur de publication de My Business Media, je suis très impliqué dans la transformation numérique au Burundi depuis près de 3 ans. Je vous salue et je vous prie d'applaudir nos panélistes, s'il vous plaît. Je vous en prie. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre débat, je vous prie d'écouter une chronique et d'y prêter une oreille attentive, car ceci nous permettra d'être tous en phase et sur la même longueur d'onde pour ce qui est de l'orientation globale et stratégique gouvernementale du Burundi pour les questions de transformation numérique pour les années à venir à travers la vision Burundi comme pays émergent en 2040 et développé en 2060, le plan national de développement révisé 2018-2027, les projets gouvernementaux avec études de faisabilité et les opportunités d'investissement au Burundi. Je vais laisser la place à la régie qui va nous faire la projection vidéo. Je vous en prie, la régie s'il vous plaît. Le Burundi face au défi de la transformation numérique. Vision et ambition à l'horizon 2060. Le Burundi se trouve à un tournant historique où la transformation numérique s'impose comme un levier essentiel pour le développement économique et social. À travers une série de plans stratégiques et de projets concrets, le pays affiche une ambition claire, bâtir une économie durable et numérique, capable de répondre aux défis du XXIe siècle. Mais quelles sont les lignes directrices de cette stratégie et quels en sont les enjeux pour l'avenir? Une vision ambitieuse pour 2040 à 2060. La vision Burundi 2040 à 2060 est une feuille de route qui place les technologies de l'information et de la communication, TIC, au cœur du développement national. Cette vision s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle où le numérique est perçu comme un moteur de croissance et de modernisation. Elle ambitionne de faire du Burundi un État émergent d'ici 2041 et un pays développé à l'horizon 2060, en misant sur l'éthique pour améliorer la gouvernance, stimuler l'innovation et renforcer la compétitivité. Le PND révisé et ses priorités numériques. Le Plan national de développement, PND, 2018 à 2027 révisé, reflète cette volonté. Il met l'accent sur 2 axes prioritaires, la digitalisation de l'administration publique, e-gouvernement, et le développement des infrastructures TIC. Ces initiatives visent à moderniser les services publics, à améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens et à créer un écosystème propice à l'économie numérique. Dans ce cadre, plusieurs projets ont été identifiés.
Digitalisation des services de l'État civil pour une gestion modernisée et efficace. Digitalisation des services de la justice pour accélérer les procédures et renforcer la transparence. Promotion des TIC dans l'éducation avec la création de salles informatiques et l'intégration des technologies dans les programmes de scolaires. Centre national de gestion des déchets électroniques et électriques, DEE, pour réduire l'impact environnemental des équipements obsolètes. Ces initiatives témoignent de l'engagement du gouvernement à ancrer durablement les TIC dans les sphères sociales et économiques. Des opportunités d'investissement stratégiques. Le secteur des TIC au Burundi représente une manne d'opportunités pour les investisseurs, que ce soit dans le haut débit Internet, encore largement sous-exploité, les réseaux LTSP accessibles et prometteurs, le développement de l'e-technologie, incluant l'enseignement en ligne, le commerce électronique et les contact centers, la création de logiciels innovants répondant à des besoins locaux spécifiques. Dans le domaine éducatif, les TIC offrent un potentiel énorme pour moderniser l'enseignement, tandis que le secteur industriel souffre encore d'un manque d'infrastructures pour la production d'équipements technologiques. Un budget ambitieux pour des objectifs clairs. Pour financer cette transformation, le Burundi a alloué un budget prévisionnel de 226,82 milliards de BIF, soit 41,1% du budget total, à des programmes axés sur la numérisation. Cette enveloppe vise non seulement à moderniser l'administration publique, mais aussi à renforcer les infrastructures nécessaires pour soutenir une économie numérique robuste, une stratégie à long terme pour une transformation durable. Le plan d'action prioritaire 2023 à 2027 identifie le numérique comme un levier central de transformation économique. Les technologies sont perçues comme essentielles pour améliorer la prise de décision basée sur des données fiables, promouvoir une croissance inclusive et offrir des services publics modernes. Cette stratégie s'inscrit dans une vision globale où la digitalisation n'est pas seulement un outil de modernisation, mais aussi un moyen d'assurer la souveraineté technologique du Burundi. Les efforts consentis aujourd'hui prépareront le terrain pour un pays plus résilient, innovant et compétitif à l'échelle régionale et internationale. En conclusion, le Burundi se positionne avec ambition et audace dans l'ère numérique, affichant une vision stratégique alignée sur les défis contemporains. Toutefois, la réussite de cette transformation dépendra de la capacité du gouvernement à mobiliser les ressources, attirer des investissements et garantir une mise en œuvre efficace des projets identifiés. Si ces ambitions sont réalisées, le Burundi pourrait devenir un modèle de transformation numérique en Afrique, ouvrant la voie à une prospérité partagée et durable. On va tout de suite commencer notre première série de questions. Je vais m'adresser à Monsieur Bienvenu Irakoze. Ma première question est celle-ci. Quels sont les principaux axes de la stratégie nationale pour la numérisation au Burundi, en lien avec la vision Burundi 2040-2060 et le plan national de développement révisé 2018-2027? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Un grand merci aussi d'avoir été convié dans ce panel où nous allons aborder les questions des plateformes numériques. La question qui m'a été posée, c'est de savoir les axes de la stratégie nationale du numérique qui sont liés avec la vision Burundi et pays émergents 2040 et pays développés 2060. Tout d'abord, avant d'aborder le sujet, permettez-moi de soulever la question de la complexité sur la transversalité numérique. On ne peut pas parler d'un seul axe qui est lié à l'utilisation du numérique pour résoudre ou répondre aux axes de la vision Burundi 2040-2060 sans soulever la question de la transversalité. En réalité, tous les 22 objectifs de la vision ne peuvent pas être abordés ou résolus à 100% sans tenir compte de solutions numériques à l'ère du 21e siècle où nous sommes.
Mais en passant, j'aimerais aussi rappeler que aujourd'hui, la politique nationale de développement de TIC était de 2010 à 2025, et qui veut dire que au niveau du ministère, à travers le projet PAFEN qui est financé par la Banque mondiale, le gouvernement du Burundi, par le ministère de TIC, est en train d'actualiser sa politique nationale de développement de TIC afin de l'aligner sur la vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060, et surtout sur ces axes. Si on regarde très bien, il y a principalement deux axes. L'axe numéro 1 qui est centré sur l'amélioration des capacités institutionnelles de l'État, et l'axe numéro 8 ou l'objectif numéro 8 qui est de développer le secteur des services financiers et les technologies de l'information et de la communication qui sont par la présente politique qui est en cours de développement, qui sera actuellement développée autour des 6 axes afin de répondre aux objectifs de la vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Et de ce qui concourt de cette politique, maintenant, il y aura 6 axes, notamment l'axe 1 qui est généraliser l'accès au réseau et services numériques, et l'axe 2 qui sera de développer les usages et les services numériques, axe 3, développer la production et l'offre de contenus numériques, l'axe 4, les compétences numériques et le développement du capital humain, et l'axe 5 qui est de moderniser les services publics numériques ou l'e-gouvernance, et enfin l'axe numéro 6 qui est de la gouvernance des données et la cybersécurité. Et en mettant en place cette nouvelle politique qui sera centrée sur les 6 axes, on pourra facilement arriver à la vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060, tout en rappelant que toutes les 22 axes de cette vision doivent être réalisés en se référant encore aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme nous sommes dans l'ère du numérique. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est très ambitieux, nous pouvons le constater, et bien évidemment, il sera question pour le gouvernement de mettre en place une véritable politique d'accessibilité des plateformes numériques pour les populations rurales et vulnérables. Est-ce que vous avez connaissance d'une stratégie qui accompagne cette accessibilité des plateformes pour cette population-là? Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je l'ai souligné que le gouvernement du Burundi est conscient de l'accessibilité de services numériques pour toutes les populations, et plus spécialement aussi ceux vivant en milieu rural. Par preuve, c'est que actuellement, le gouvernement a mis en place un projet, ce que je mentionnais, le projet d'appui aux fondations de l'économie numérique, le PAFEN, qui est financé à hauteur de 90 millions de dollars sous forme d'un don de la Banque mondiale, avec 3 composantes principales, notamment l'accès et l'inclusion numérique, et la deuxième composante qui est la facilitateur des prestataires services publics par l'utilisation du numérique, ainsi que la coordination du projet. En parlant de la première composante, l'accès et l'inclusion numérique, il y a pas mal d'activités qui sont liées notamment à la connectivité rurale, puisque c'est à travers cette connectivité rurale qu'on peut pourvoir le besoin de l'accès aux services numériques, non seulement à la population ceux vivant dans les zones urbaines, mais aussi à la population burundaise en général, sans oublier ceux vivant en milieu rural
qui sont parfois oubliés par des opérateurs télécoms et des fournisseurs de services Internet, parce que pour eux, ils visent les milieux où il y a des revenus, mais le gouvernement est redevable de s'assurer que la population ait accès aux services universels. Par preuve, c'est que aujourd'hui, l'accès aux services universels, c'est un droit à la population. Comme le gouvernement a l'obligation de construire des hôpitaux, de construire des routes, de construire des classes, des écoles, des universités, c'est de la même façon que le gouvernement a l'obligation de s'assurer que toute sa population ait accès aux services universels. C'est pourquoi il y a pas mal de projets en cours, dont j'ai cité le PAFEN, et ainsi que d'autres projets qui se complètent pour s'assurer que la population burundaise, plus spécialement ceux vivant en milieu rural, ont accès aux services universels. Et puis, dans le cadre de notre débat, de notre panel, puis ils puissent avoir accès aux plateformes numériques, aux services numériques, à travers les solutions des plateformes développées au niveau national. Merci beaucoup. C'est un véritable défi. Donc là, on se rend compte que le CETIC, c'est un véritable facilitateur. C'est une courroie de transmission entre les parties prenantes. Mais est-ce qu'au niveau de la formation académique, est-ce qu'au niveau de tout ce qui est compétences, est-ce que, monsieur le doyen, chez vous, vous êtes vraiment au courant de ces axes? Et quelles sont les dispositions que vous prenez pour que les étudiants soient prêts à affronter ces challenges? Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la question. En fait, à la faculté des sciences de l'ingénieur, je vais d'abord clarifier certaines choses. Avant, on avait ce qu'on appelait le département d'éthique à l'Université du Burundi, donc à la faculté des sciences de l'ingénieur. Maintenant, le département d'éthique a été déplacé. Et maintenant a été transformé en institut des technologies numériques. Okay? Mais nous accompagnons quand même ceux qui sont en bac 3 maintenant, jusqu'en bac 4, parce que nous avons un bac 4 qui vont terminer dans 2 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, depuis que les TIC ont commencé au Burundi, le département des TIC était toujours la faculté des sciences de l'ingénieur, et on n'a pas cessé justement de former des professionnels, comme je pourrais le dire. Les curriculums que nous avons conçus, exactement, a été conçu ensemble avec les sociétés privées, les sociétés publiques. Donc on les a invités en fait pour pouvoir faire un curriculum qui répondait justement à ce que les industries attendaient. Donc ça veut dire que les étudiants qui sortent de la faculté des sciences de l'ingénieur en système d'information, spécialement en génie logiciel, et en réseau télécom. Maintenant, on a même inclus des systèmes embarqués qui sont là. On a aussi un master en génie aussi informatique. Il y avait aussi un master en génie télécom qui ne continue pas maintenant. Mais d'après ce que nous recueillons de nos étudiants qui travaillent dans le milieu public ou privé, ils sont très contents. En tout cas, ce sont des gens qui sont vraiment compétents, je vous assure. Il y a ceux qui travaillent à Mediabox, qui travaillent BRB, qui travaillent ministère primature, qui travaillent à la présidence. Et tout le monde, quand ils nous rencontrent, en fait, ils disent, mais vous, en tout cas, on dirait que vous êtes des sorciers parce que vos étudiants, quand ils arrivent dans nos milieux, il faut des miracles. Et c'est ça, c'est sûr, je ne m'en vante pas. C'est vraiment sûr que nos étudiants qui sortent de la faculté des sciences de l'ingénieur sont effectivement bien formés et ont un bagage sur intellectuel qui répond à ce que j'avais. En fait, quand ils vont même passer des concours à la BRD ou ailleurs, ils sont toujours les premiers, je vous assure. Ils se rencontrent quelquefois d'autres qui viennent de la Thaïlande ou du Hong Kong, mais en tout cas, ceux de l'Université du Burundi deviennent toujours les premiers. Et je ne mens pas, parce qu'ils sont des témoins ici. Je sais qu'il y a des témoins ici. Donc, en fait, ça veut dire tout simplement que le curriculum que nous avons, dans nos curriculums, nous avons des cours, nous avons des partenariats,
nous avons des stages que nous faisons, parce qu'avec Roba 4, on a ce que nous appelons les projets de fin d'études. Alors, dans le projet de fin d'études, c'est comme les mémoires d'avant, mais ils ne sont pas défendus publiquement, tout simplement. Alors, ces étudiants, en fait, développent des applications qui, si le gouvernement le voulait, pourraient être implémentées directement, je vous assure. Et ça, c'est au niveau du baccalauréat. Hein. Quand nous allons au niveau du master en génie informatique, génie logiciel, ils produisent des logiciels, mais malheureusement, ils restent au niveau académique. Okay? Ils ne sont pas exploités par le public ou le gouvernement. C'est pourquoi je disais toujours que si, par exemple, ils avaient un projet à développer comme la gestion de l'état civil, par exemple, on avait commencé à développer ça il y a des années, on avait présenté, on était à un stade, en tout cas, avancé, mais quand nous avons demandé des financements pour continuer, malheureusement, ça n'a pas arrivé. Okay? Et ces étudiants pourraient le faire très facilement. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? On identifie les modules nécessaires. On donne un module à chaque étudiant du master. Il développe, il fait une thèse. On crée les sockets, on met ensemble. Et le logiciel est là. En tout cas, moi, j'inviterai le public de pouvoir viser ces étudiants, en fait. Les étudiants qui sortent de l'Université du Burundi, que ce soit au niveau master, que ce soit au niveau de baccalauréat, dans presque tous les domaines, vraiment, de les viser, de les utiliser, et ils sont moins chers. Super, ça c'est ils sont moins chers. Parce que véritable. Quand vous invitez un expert étranger, justement, ça va vous coûter cher. Mais ces étudiants sont capables de produire des logiciels. Madame ici est là, ceux qui travaillent à Mediabox, ils ne sont pas excellents. En tout cas, ils sont excellents. Les logiciels que vous avez sur le marché, que ce soit Getoropass, que ce soit... Je suis sûr qu'il y a un étudiant de l'Université du Burundi qui a participé dans ce logiciel. Les logiciels que Mediabox produisent, c'est toujours les étudiants de l'Université du Burundi qui sont là. Qui Okay. Donc ça veut dire que, en fait, pour celui d'esthétique, qu'en fait, l'Université du Burundi est là pour former, pour répondre aux attentes, si vous voulez, du gouvernement. Mais tout simplement, exploiter ces gens. Ok, Voilà. merci bien. Quand on parle de formation, on parle de jeunesse. Et je vais me retourner vers le PAEJ. En quoi la digitalisation s'intègre-t-elle dans les objectifs du PAEJ pour l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, étant donné que l'éradication du chômage et la lutte contre la pauvreté sont au cœur des préoccupations gouvernementales? Merci beaucoup pour votre question. Vous me posez la question de savoir en quoi la digitalisation s'intègre-t-elle dans les objectifs du PAEJ pour l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Bon, je pense que la digitalisation est essentielle pour transformer la manière dont le PAEJ soutient les jeunes dans leur parcours professionnel et entrepreneurial. Maintenant, la digitalisation s'intègre dans les objectifs du programme permettant l'accès à l'information et à la formation, de deux, l'optimisation des processus, c'est-à-dire la simplification des interactions entre le PAEJ et les bénéficiaires via les outils numériques. De trois, le renforcement de capacités numériques, c'est-à-dire initier les jeunes aux outils numériques modernes. De quatre, la création d'opportunités, c'est-à-dire la facilitation des connexions avec des marchés, des investisseurs pour les jeunes. En dernier lieu, la collecte et l'analyse de données, qui est un élément très fondamental, qui porte sur le suivi des performances des initiatives et l'ajustement des stratégies basées sur les données précises. Est-ce que le PAEJ entretient une collaboration avec les institutions, avec les entreprises pour la promotion des compétences numériques que vous avez chez vous comme bénéficiaires? Est-ce que le PAEJ travaille dans ce sens avec certains partenaires? Le PAEJ collabore avec plusieurs partenaires, notamment les institutions éducatives, des entreprises technologiques, des partenaires internationaux. Mais ces partenariats incluent, pour les institutions éducatives, organiser des ateliers pour le renforcement des compétences numériques. Les entreprises technologiques, dans le sens de fournir les outils numériques aux jeunes, et maintenant les ONG ou les institutions internationales pour financer et développer
les programmes de formation pour continuer à pallier à ce problème de manque de compétences numériques. Il y a un problème d'accès pour les jeunes. Je reviens encore sur cet environnement rural-là et des jeunes vulnérables. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques quand vous avez des programmes, des actions sur le terrain pour les jeunes qui sont dans des zones presque inaccessibles? Comment ça se passe généralement? Merci beaucoup pour votre question. Bon, je vais d'abord commencer par vous dire que ça c'est un problème qu'on rencontre souvent. Le PAEJ dispose de plusieurs plateformes. Et il faut que ces plateformes soient disponibles et accessibles partout, surtout dans les zones les plus reculées. Bon, maintenant, on s'est rendu compte que l'accès reste faible, surtout dans les zones où la couverture réseau ou télécom est faible. Bon, maintenant, le PAEJ est en train de penser au mettre sur point des centres numériques ou des espaces jeunes déséquipés pour se rapprocher beaucoup plus des jeunes un peu qui se trouvent dans les zones un peu beaucoup plus reculées. Des partenariats avec des initiatives internationales comme le Starlink pour éventuellement pallier à ce problème de connectivité. Merci. On parle de formation, on parle de jeunesse, on parle de vision. Je vais me retourner vers Monsieur Sangwe, à qui je vais poser la question de connaître quels sont les principaux services numériques offerts. Est-ce que vous, en tant que CEO d'une start-up au Burundi, est-ce que vous avez des services numériques qui sont proposés pour améliorer l'accès à l'information et aux services publics? Merci, monsieur le modérateur, pour la question. Merci aussi au PAEJ de nous avoir conviés à ce panel. Donc chez nous, à Hogi, nous offrons le développement des applications sur mesure. Donc quand je parle d'applications sur mesure, comprenez des applications où l'utilisateur te dit « Ok, je veux une application qui fonctionne A, B, C, D ». Et ces applications se déclinent vers des versions mobiles ou des versions web. Et nous offrons aussi de l'hébergement web et mobile. Nous sommes registrars. Nous permettons à des personnes d'enregistrer des noms de domaine et d'héberger leur site internet ou de louer des serveurs. Dans le même cadre, nous avons aussi eu la chance de travailler avec le CETIC, qui lui aussi aujourd'hui offre des services similaires aux services gouvernementaux. Nous avons aussi un centre de formation professionnelle qui s'appelle Hogi Academy, où nous formons des jeunes dans les métiers de développement web, mobile, mais aussi dans les métiers de design graphique et vidéo. Nous aidons actuellement les gens à se procurer aussi des kits de connexion Internet offerts par SpaceX, donc Starlink. Nous faisons aussi d'autres activités connexes nous vendons des services, des équipements informatiques, des différents autres services offerts dans des institutions. Nous œuvrons dans ce contexte-là. Ok, je comprends très bien que vous offrez des services à la demande, mais est-ce que chez vous, dans votre start-up, vous avez une stratégie qui est orientée pour répondre aux problématiques de la vision Burundi 2040-2060 et du PND? Est-ce qu'il y a une véritable politique, une véritable stratégie qui est mise en place chez vous en interne pour pouvoir répondre à ces défis et à ces problématiques? Oui. En premier lieu, nous œuvrons pour des organisations privées ou gouvernementales dans l'implémentation de solutions informatiques. Je peux donner l'exemple du ministère de l'Intérieur avec lequel on a travaillé sur l'implémentation d'une plateforme de collecte des données, le DHIS2, cette fois-ci appliquée sur le ministère de l'Intérieur. Nous avons aussi travaillé avec des hôpitaux dans l'implémentation du logiciel Open Clinic qui permet aussi la gestion informatisée des hôpitaux qui aujourd'hui, grâce à ces systèmes, peuvent envoyer des données au ministère de la Santé, grâce à ces systèmes, le ministère de l'Intérieur aujourd'hui peut connaître tout ce qui se passe à l'intérieur du pays,
facilement grâce à ces outils informatiques. Donc nous nous impliquons aussi, comme je vous l'ai dit, dans la formation de la jeunesse burundaise, qui aujourd'hui est formée pour servir, mais aussi pour créer des emplois dans le domaine du digital, notamment dans le développement web mobile, mais aussi dans la création des designs graphiques. En général, c'est ça. Ok, merci. Je voudrais passer la parole. Je voudrais revenir chez Dr Abraham. Ici, nous sommes devant les jeunes. Et ces jeunes-là ont besoin de connaître parce que vous savez, de plus en plus, le monde se numérise. Et pas mal de jeunes cherchent toujours à savoir comment est-ce qu'ils doivent intégrer le monde de la formation digitale, numérique. Et ça, c'est d'un. Comment intégrer. Et chez vous, à l'université, pour ceux qui y sont déjà, est-ce qu'il y a des programmes de recherche pour répondre aux problématiques, pour répondre à ces défis de vision 2040-2020? Est-ce qu'il y a des programmes de recherche qui sont mis en place? Est-ce qu'il y a des choses qui sont concrètes à l'université chez vous? Donc, premier volet de ma question, c'est comment avoir accès. Deuxième volet de ma question, c'est à l'intérieur, quand on est à l'intérieur, est-ce qu'il y a des programmes de recherche pour répondre aux besoins, par exemple, dont a besoin le CETIC pour être de plus en plus performant? Merci encore, monsieur le modérateur. En fait, à l'Université du Burundi, d'abord en général, et puis à la faculté des sciences de l'ingénieur, nous avons un centre de recherche qu'on appelle CRIET, c'est-à-dire centre de recherche en infrastructure, environnement et technologie. Dans ce centre de recherche, nous avons maintenant autour de 12 doctorants en informatique. Okay? Ça, c'est seulement en informatique. Et la plupart de ces doctorants, en fait, travaillent sur des logiciels. Que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la cybercriminalité, cybermenaces, système d'information, donc ils sont variés. C'est pourquoi je disais, en fait, que si le gouvernement le voulait, avant qu'un étudiant choisisse un sujet, normalement, il devait travailler sur un sujet d'intérêt national pour pouvoir répondre à une question ou à une problématique. Malheureusement, ces étudiants vont choisir un sujet dont le gouvernement, en fait, n'est pas même au courant. Ok, c'est un projet informatique. Mais moi, je dis toujours, non, chercher des problèmes de l'État, problèmes publics, problèmes du gouvernement, et puis après, laisser l'étudiant travailler sur ce sujet parce que on a un superviseur qui est burundais, on a un superviseur qu'on appelle du Nord. En fait, c'est quelqu'un qui va venir de la Belgique ou d'ailleurs, mais qui n'est pas du Burundi. Donc, ce qu'on appelle le promoteur. On doit avoir un promoteur burundais et un promoteur étranger. Autrement dit, ça veut dire qu'on va puiser des connaissances dans des milieux différents. Et ce qu'on aura en fait puisé pourrait aider le pays dans ce sens. Donc, avec ce centre alors de recherche, où nous avons en fait beaucoup d'étudiants qui viennent du Congo. Il y a des étudiants du Congo qui sont là. Il y a même un Tchadien qui voulait venir, donc venir là-bas, faire la recherche. Ça, c'est au niveau doctoral. Non, je disais au niveau master aussi, juste après la première année, deuxième année, on a un semestre de recherche, c'est-à-dire une thèse. Encore, ces projets devraient être des projets qui répondent à des problématiques, en fait, du pays. Mais encore, malheureusement, le professeur va essayer de... Par exemple, il y a par exemple des étudiants qui développent des logiciels de gestion des microfinances. Mais le projet reste là. Il est excellent. Il y a des étudiants qui développent des projets de gestion des hôtels, des pharmacies, des hôpitaux. Mais malheureusement, ça reste toujours au niveau de l'université. Autrement dit, le gouvernement n'est pas en train de tirer profit de ces projets. C'est pourquoi je disais à CETIC, en fait, de s'intéresser beaucoup à ces étudiants-là. Ils pourraient vraiment vous aider à résoudre beaucoup de problèmes. Parce que les projets que vous avez maintenant, de développement des plateformes de logiciels, si vous utilisez ces étudiants comme étant des projets de recherche, vous aurez des réponses, et dans moins de temps. Et non pas même consommer beaucoup, parce que ne demandez pas beaucoup en fait. Donc autrement dit, si quelqu'un est intéressé, nous avons des centres de recherche, que ce soit à la faculté des sciences de l'ingénieur, que ce soit dans d'autres facultés, et tout va ensemble. Alors maintenant, si vous regardez bien, parce que nous sommes dans le domaine de la formation, oui,
on a tout ce que nous avons, mais est-ce que les gens vraiment savent comment l'utiliser? C'est ça en fait le problème. Par exemple, maintenant, vous allez dans une réunion, on vous demande de faire un procès verbal, je ne sais pas quoi, et vous allez prendre je ne sais pas combien de jours pour pouvoir produire son procès verbal. Alors que ChatGPT est là, Monica est là, qui est là, mais mettez les points essentiels de ce que nous sommes en train de faire, et puis après, procès verbal, please. Mais dans une seconde, vous avez le procès verbal, et vous éditez, vous présentez, c'est fini, et vous gagnez du temps. Donc ça veut dire il y a question aussi de former les gens de comment utiliser les systèmes numériques, si vous voulez. Sinon, on va les avoir, mais malheureusement, on ne va pas les exploiter pour pouvoir les utiliser efficacement. OK? Donc, c'est ça le problème. Non, ça, c'est pas seulement au niveau de gens de l'extérieur, même des professeurs. C'est la même chose. Il y a des professeurs qui ne savent pas comment utiliser Monica ou ChatGPT. Ils sont là. Et si vous dites à celui-là de vous préparer un syllabus, il ne sait pas comment le faire. Il va travailler avec la main. Donc, vous voyez qu'en fait, un défi de former les gens qui vont utiliser le système numérique est nécessaire. Formation, Okay. formation, Voilà. formation. Voilà. Alors, nous avons une directrice technique qui est là, d'une entreprise assez très bien cotée dans l'environnement. Madame Odélie, votre entreprise, comment est-ce que chez vous, c'est quoi les étapes? Comment est-ce que vous vous comportez dans la collaboration avec les institutions étatiques et les structures publiques dans la transformation digitale? On a le besoin qui est là, on a la main-d'œuvre qui est disponible. Comment est-ce que vous procédez? Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Et merci de me donner l'opportunité de partager mon expérience à travers ce panel. Donc, chez nous, comment est-ce que nous accompagnons les institutions étatiques ou publiques dans leur transformation digitale? Bien évidemment, comme mon confrère de Rodi l'a déjà dit, la première étape consiste à recueillir les besoins auprès de l'institution concernée afin de s'assurer que la solution qu'on va leur proposer répond et respecte les spécifications, donc répond aux besoins qui ont été identifiés. Maintenant, on organise différentes sessions avec l'institution concernée pour la validation des besoins qui ont été recueillis avant de passer au développement. Donc, le client, on doit être sûr et certaine que les besoins qu'on a recueillis auprès de l'institution sont bel et bien ce dont il a besoin. Après la conception et le développement de l'outil, il y a l'implémentation de l'outil. Et dans la phase de l'implémentation de l'outil, on a des sessions de formation pour les utilisateurs, donc ceux qui vont utiliser le système en question. On a des sessions d'accompagnement pendant la phase de transition. Bien évidemment, on a aussi des mécanismes de suivi et évaluation pour mesurer l'impact et à apporter peut-être des améliorations continues s'il y a lieu. Voilà, donc toutes ces étapes, on les respecte de A à Z pour s'assurer à la fin que l'institution concernée dispose d'un outil, d'une solution qui répond parfaitement à ses besoins. Et c'est quoi les défis que vous rencontrez, vous, au niveau du secteur privé, dans l'accompagnement de ces structures étatiques à leur transformation digitale? Alors, les deux plus grands challenges qu'on rencontre souvent dans l'implémentation de ces outils, le premier challenge que je citerai, c'est la résistance au changement. On a des utilisateurs qui ont parfois peur d'adopter les nouveaux outils, qui, pour des raisons diverses, parfois ils estiment que c'est complexe, parfois ils ont peur juste du changement parce que qui dit outil dit que ce que vous étiez en train de faire manuellement maintenant, ce n'est plus. Vous aurez un outil qui va vous faciliter de faire ces tâches. Et donc, pour remédier à ça, bien évidemment, tout au début du projet, on inclut les parties prenantes clés dans le projet, mais aussi on fait des séances de sensibilisation continue à l'endroit de ces utilisateurs en mettant en avant les avantages concrets de l'outil qui a été proposé.
Le deuxième défi qu'on rencontre souvent, c'est des compétences numériques limitées. Limitées dans le sens où on a des utilisateurs qui se retrouvent devant ils ne savent pas peut-être correctement manipuler l'outil. Et à cela, on prévoit toujours des formations pratiques pour monter en compétences les utilisateurs, donc renforcer leurs capacités en matière de compétences numériques. Il y a bien d'autres défis, donc il y en a beaucoup. Le dernier que je citerai, ça serait l'infrastructure, mais ce n'est pas un très très grand défi. Quand je fais l'infrastructure, ça veut dire, après avoir développé l'outil, on se rend compte que parfois l'institution concernée n'était pas prête n'était pas prêt pour nous proposer là où on va héberger sa plateforme, etc. Et nous, on se charge bien évidemment, dans notre rôle de technicien, on se charge de conseiller l'institution, de faire des recommandations quant à l'hébergement de sa plateforme. Voilà, merci. Et vous vous avez une expertise en gestion de partenariats stratégiques dans le domaine des TIC. Justement, avec tout ce que vous avez à faire tous les jours comme mission, vous avez besoin de beaucoup de partenaires. Alors, quels sont les critères essentiels pour établir des partenariats efficaces? Je suppose que vous avez des partenaires qui devraient vous accompagner dans tout ce qui est cybersécurité, dans tout ce qui est hébergement, par exemple le CETI. Comment est-ce que ça se passe? Quels sont les critères à votre niveau? Les critères, il y en a beaucoup, mais je vais citer ceux qui sont plus importants. On a, pour avoir un partenariat efficace et durable, il faut que vous ayez la même vision, des objectifs clairs et alignés par rapport au projet que vous allez exécuter. Il est très très important que les deux parties comprennent très clairement les objectifs du projet et aient une vision cadrée, une même compréhension au fait de là où on va. Voilà. Le deuxième critère, il y a la complémentarité des compétences. Il est très très important d'identifier les forces des deux parties prenantes afin de s'assurer que voilà, l'un complète l'autre. Et dans ce sens, on a un partenariat fort et qui est axé sur la complémentarité. Donc, on définit les rôles et les responsabilités de chaque partenaire dans le projet. Le troisième critère qui est d'ailleurs très très important, c'est la transparence, la communication. Il est très très important d'établir une communication claire sur les actions et les activités entreprises par chacune des parties et de communiquer régulièrement sur l'état d'avancement des activités dans le cadre du projet. Il y a bien d'autres critères comme par exemple l'engagement à long terme. Bien évidemment, un partenariat à long terme est plus bénéfique pour les deux partenaires qu'un partenariat à court terme. Il y a bien d'autres critères, mais bon, j'ai voulu m'attarder sur ce que je vais rester.